On va faire un peu d'exo, mais hier, on avait fini par écrire les 4 équations de Maxwell, enfin, ou avant-hier, en statique. Hein. Donc, alors, je vais les réécrire parce qu'il y a une chose dont je n'ai pas parlé, c'est les potentiels. Et en particulier, le potentiel vecteur. Pardon ? Ouais, moins grade de V, et puis pour le champ B aussi. Alors, on avait vu ρ de E égale 0, ça, en statique, bien sûr, hein, sinon vous savez sans doute que c'est égal à moins dB sur dt, mais on verra ça tranquillement. Div de E égale ρ sur epsilon 0, ça, c'est ce qui est équivalent au théorème de Gauss. Ρ de B égale mu 0j, ça, c'est ce qui est équivalent au théorème d'Ampère. Hein, je ne sais pas si je l'ai réécrit, allez, vite fait. La circulation de B sur un certain circuit orienté est égale au flux de J, du coup, à travers la surface, et donc au courant qui traverse la surface. Donc ça fait mu 0 I à travers sigma qui s'appuie sur gamma et qui est orienté en conformité avec lui. Et puis, div de B égale 0. Ça, c'est le flux conservatif. Donc, le flux sortant de n'importe quelle surface fermée du champ B est toujours nul. Bien. Alors, de là, on va tirer les potentiels. Enfin, disons, on déduit en fait l'existence de potentiel au sens suivant. Alors, on avait déjà vu pour E, en fait, je vous rappelle que le champ E créé par une charge ponctuelle, hein, c'est donc Q sur 4pi epsilon 0 R2 UR. Et ça, à l'évidence, ça dérive d'un potentiel. En fait, E égale moins gradient de V dès lors que V est égal à Q sur 4pi epsilon 0 R. Il suffit d'écrire le gradient de ça et on voit bien que ça donne ça. Donc, E dérive d'un potentiel, le champ créé par une charge dérive d'un potentiel, donc le champ créé par n'importe quelle distribution de charge dérive d'un potentiel qui est simplement la somme des potentiels en question. Donc, si ça, c'est le potentiel créé par une charge, le potentiel créé par une distribution de charge ρ de R, hein, s'il y a une certaine densité de charge, densité volumique de charge en chaque point, eh bien, ça va simplement être égal à la somme sur tout le volume où il y a des charges de ρ de R, des taux sur, oui, enfin, sur 4, bon, on va dire ρ de P, le potentiel au point M, c'est ça divisé par 4pi epsilon 0 PM, où PM est la distance entre P et M. Et, pardon, et il manque ah ben non, oui, c'est tout, voilà. OK? Bien, alors, en fait, l'existence d'un potentiel est liée à cette équation-là, car si vous avez un champ de vecteurs qui est un certain gradient, alors son rotationnel est toujours nul. Hein. Le rotationnel du gradient de n'importe quelle fonction, f, enfin, champ de scalaire de l'espace, ça, c'est toujours égal à 0, quel que soit f de R. Hein, avec la notation Nabla, on l'avait revu la dernière fois. Ça vous rappelle que Nabla vectoriel Nabla, le produit vectoriel de deux vecteurs collinéaires fait 0, c'est un moyen mnémotechnique plus qu'autre chose, mais voilà. Donc le rotationnel de n'importe quel gradient, c'est toujours nul. Mais on peut montrer... Non, mais je disais, normalement, ρ de E, c'est égal à moins de dB sur T. Oui, on est en statique. Okay. Oui, oui. Mais, et je l'avais précisé la dernière fois, en non statique, effectivement, on a moins dB sur dt ici. Du coup, le champ E ne dérive pas d'un potentiel. C'est très important. OK, donc on peut montrer, je crois qu'on appelle ça théorème de Poincaré, que si vous avez un champ dont le rotationnel est nul, alors c'est un champ de gradient.
alors c'est le gradient d'une certaine fonction. Donc ceci, en fait, implique il existe V tel que E égale gradient de V ou moins gradient de V. Enfin, d'accord, c'est le gradient de quelque chose. Alors on prend moins pour des raisons de sorte que l'énergie, enfin la force est bien moins la dérivée, le gradient d'énergie potentielle, mais on va passer à l'énergie tout de suite après. Voilà. Donc ça, c'est très important, c'est la conséquence de ρ de E égale 0. On l'avait vu par ailleurs, parce qu'on connaît le champ émis par une charge, enfin créé par une charge, donc on voit tout de suite qu'il dérive d'un potentiel, mais en fait, si on ne connaissait pas la loi de Coulomb, le simple fait que ρ de E soit nul implique qu'il existe V tel que E égale moins gradient de V. Eh bien, de la même façon, le fait que div de B égale 0 implique qu'il existe un certain potentiel vecteur cette fois, donc un certain champ de vecteurs, qu'on note A, c'est un vecteur qui a une certaine valeur en chaque point, tel que B égale ρ de A. Alors de la même façon, la divergence d'un rotationnel, c'est toujours nul. Quelle que soit une grandeur vectorielle G, la divergence du rotationnel de G, ça, c'est égal à 0. Vous pouvez le voir à nouveau avec l'opérateur nabla, en voyant que ça, c'est nabla scalaire. Une divergence d'un champ de vecteur, c'est nabla scalaire le vecteur. Donc c'est nabla scalaire, nabla vectoriel G. Donc à nouveau, si vous imaginez que c'est des vrais vecteurs, ça fait un vecteur qui est orthogonal à nabla. Et si vous faites produit scalaire avec nabla, ça fait 0. C'est plus un moyen mnémotechnique encore, mais formellement, si vous écrivez les coordonnées, vous allez voir que ça, c'est toujours nul, quel que soit G. Voilà. Donc, la divergence d'un rotationnel, c'est toujours nul, mais inversement, à nouveau, théorème de Poincaré, on peut montrer que si vous avez un champ dont la divergence est nulle, alors c'est un champ de rotationnel. Alors c'est le rotationnel de quelque chose. La divergence d'un rotationnel, c'est toujours nul, et si vous avez une divergence nulle, en fait, il n'y a pas d'autre façon d'avoir une divergence nulle que d'être le rotationnel de quelque chose. Donc ça implique qu'il existe un certain champ de vecteurs A, tel que B égale ρ de A. Alors ce A-là, on l'appelle potentiel vecteur. Et ce V, on l'appelle potentiel électrostatique, hein, bien sûr. Donc E, c'est moins le gradient du potentiel électrostatique, et B dérive aussi d'un potentiel, mais dans un sens un peu différent, puisque c'est à partir d'un potentiel vecteur. B, c'est le rotationnel de A, et E, c'est moins gradient de V. Alors, il y a deux choses importantes à dire. Enfin, il y a une chose importante à dire ici, c'est que V comme A sont du coup définis, non pas de façon absolue. On a déjà vu, quand on a vu la manière dont une force dérive d'un potentiel, on a vu que le potentiel était défini à une constante près, et pas de façon absolue. Donc là, de la même façon, V est défini à une constante près. Pourquoi ? Tout simplement parce que si vous ajoutez une constante à V, le gradient de V plus la constante, c'est le gradient de V, parce que le gradient, c'est un opérateur de dérivation. Si vous ajoutez une constante, ça ne va pas changer sa dérivée. Donc, ce qui est physique, c'est le champ E et le champ B. On peut les représenter, grâce à ces deux équations qui conduisent à ça, on peut les représenter par un potentiel, mais V, donc ce qui compte, c'est moins le gradient de V, donc V est défini à une constante près. Si vous transformez V en V' égale V plus V0, on aura le champ E défini comme moins gradient de V' sera égal à moins gradient de V. Donc c'est le même. Donc V est défini à une constante près. Qu'en est-il pour A ? Eh bien, il est aussi défini à quelque chose près
quelque chose dont le rotationnel est nul. Hein. Donc, si de A, vous passez à A', tel que ρ de A' égale ρ de A, eh bien, vous aurez le même champ B. Donc, ça marche aussi. Ce qui est physique, c'est B, parce que c'est B qui va dire comment les charges réagissent à travers la force de Lorentz. F égale Q fois E plus Q fois V vectoriel B. Donc, ça veut dire que vous avez une certaine liberté. Alors, ça s'appelle la liberté de jauge. Vous pouvez changer la jauge. Changer la jauge, c'est prendre un autre potentiel, ou un V, ou un autre potentiel vecteur, qui seront donc différents, mais qui donnent le même champ E et le même champ B. D'accord ? Donc physiquement, c'est pareil. Alors, quelle est la liberté de jauge sur le potentiel électrostatique? C'est simplement, vous pouvez ajouter n'importe quelle constante, c'est assez standard et assez simple. Là, en fait, on a une liberté de jauge beaucoup plus grande, parce que vous pouvez, en fait, ajouter le gradient de n'importe quelle fonction. Si vous avez A' qui vaut A plus le gradient d'un certain champ scalaire f de R, eh bien, vous voyez que le rotationnel de A', ça va être le rotationnel de A plus le rotationnel du gradient de f. Mais le rotationnel d'un gradient, on vient de le dire, c'est toujours nul. Parce que ça, c'est nabla vectoriel, nabla f. Donc ça, c'est 0, quoi qu'il arrive. Par conséquent, vous aurez rotationnel de A' qui est rotationnel de A. Donc si vous avez un champ A qui est un bon potentiel vecteur, c'est-à-dire dont le rotationnel donne le champ B, vous pouvez lui ajouter n'importe quel gradient, c'est-à-dire le gradient de n'importe quelle fonction, aussi complexe soit-elle, continue, enfin, et dérivable pour qu'il y ait un gradient, mais enfin, ça peut être n'importe quoi, et vous obtenez à nouveau un potentiel vecteur qui est parfaitement valable pour décrire votre champ B, au sens où le champ B, c'est le rotationnel de A'. Donc vous voyez que vous avez une liberté énorme, et cette liberté vous permet d'imposer des conditions sur le potentiel vecteur A. Et parmi ces conditions, il y a ce qu'on appelle la jauge de Coulomb, et puis il y a la jauge de Lorentz. Alors la jauge de Lorentz, on la verra un peu plus tard, quand on fera les ondes en particulier, parce que c'est très pratique de travailler en jauge de Lorentz. On va parler tout de suite de la jauge de Coulomb, donc. La jauge de Coulomb, ça consiste à imposer que la divergence de A soit nulle. On peut toujours se débrouiller pour n'importe quel champ B créé par n'importe quelle distribution de courant. On peut toujours trouver un certain champ A dont B est le rotationnel de A, ça c'est la moindre des choses, mais en plus dont la divergence de A soit nulle. Pourquoi on peut faire ça? Simplement, supposez que la divergence de votre A n'est pas nulle. On veut fabriquer un A' dont la divergence sera nulle. Donc je voudrais un A' qui va être A plus le gradient d'un certain truc, F, et ce que je veux, c'est que la divergence de A' soit nulle. Or, la divergence de A', divergence c'est juste une dérivée, donc c'est la somme des dérivées ici, donc c'est divergence de A. Alors, soit divergence de A égale 0, et ça y est, vous avez gagné. Si la divergence de A n'est pas nulle, alors la divergence de A', ça va être div de A plus div de grade de F. Ah non, div de grade de F, c'est pas 0. C'est le Laplacien de F. Là? Bah non, la divergence du gradient, c'est de Laplacien. Avec moins retrotte, non? Non, mais il n'y a pas de retrotte là. C'est gratuit. Ah oui, non, c'est Ouais. Ouais.
Oui, c'est ça. Oui. Ça, c'est nabla scalaire nabla f. Hein? Donc, c'est le Laplacien de f. Donc, est-ce que vous voulez, vous, c'est un A' tel que la divergence soit nulle. Donc, en fait, on veut ça. Donc, encore une fois, soit div de A égale à 0, ça y est, c'est gagné. Si div de A n'était pas égal à 0, il suffit de trouver un f ici, tel que Laplacien de f soit moins div de A. Si vous trouvez ça, si vous savez résoudre cette équation, et on sait résoudre cette équation, en tout cas, en principe, ça existe. En pratique, ça dépend de la forme du truc. Ça peut être difficile de trouver f. Enfin, numériquement, on peut toujours le trouver. En tout cas, cette équation a toujours une solution. Et donc, il est toujours possible de trouver un certain f, tel que son Laplacien soit moins div de A, quel que soit ce que vaut div de A. Du coup, pour chaque A dont la divergence n'est pas nulle, vous pouvez trouver un f tel que A' plus grade de f est pour le coup une divergence nulle. Pourquoi Ok. vous avez dit que si div de A était nul, c'est bon. Bah, Ça veut dire que Parce qu'on cherche, on cherche à se mettre, enfin, on cherche à montrer que la jauge de Coulomb peut toujours être imposée. On peut toujours trouver un champ de vecteur A, donc le potentiel vecteur A, dont non seulement le rotationnel soit égal à B, c'est sa fonction, mais en plus, dont la divergence est nulle. On peut toujours trouver un potentiel vecteur de divergence nulle. C'est toujours possible. Donc, si vous l'avez, vous l'avez. Si sa divergence est... Donc, vous prenez un potentiel vecteur. Soit sa divergence est nulle, et ça y est, vous êtes dans la jauge de Coulomb. Soit vous n'y êtes pas, eh bien, il suffit de trouver la solution de ça, et vous ajoutez le gradient de f à A, et celle-là, elle va avoir une divergence nulle. Donc, c'est toujours possible de trouver une divergence nulle. Donc ça, c'est assez sympathique. On peut toujours se mettre dans la jauge de Coulomb. Alors, on peut aussi toujours se mettre dans des tas d'autres jauges. Et il y en a une autre qui est intéressante, c'est la jauge de Lorentz, mais j'en parlerai une prochaine fois. Très bien. Ok, alors dans la jauge de Coulomb, on peut exprimer le potentiel vecteur. De même qu'ici, j'ai montré comment calculer le potentiel scalaire pour une distribution de charge quelconque. On peut déterminer le potentiel vecteur dans la jauge de Coulomb pour une distribution de courant quelconque. Simplement en réalisant que... Alors là, vous allez avoir votre Roth de Roth. En réalisant que, puisque B égale Roth de A, ceci, c'est Roth de A. D'accord ? Donc ça veut dire que Roth de A, le rotationnel du rotationnel de A, bon, c'est mu0j, ok, équation de Maxwell-Ampère. Et ça, effectivement, il y a une identité remarquable là qui dit que ça, enfin, il suffit d'écrire les composantes nabla vectoriel A, vous développez tout ça et vous trouvez qu'en fait, c'est égal à... alors, il y a moins delta A, et c'est div de grade, non, grade de div, c'est ça, moins div de grade, donc ça fait grade, ça doit être un vecteur, c'est grade de div de A, moins delta A qui vaut mu0j. Or, justement, si vous êtes dans la jauge de Coulomb, c'est l'un de ses intérêts, bah ça fait 0. Div de A égale 0. Par conséquent, vous avez Laplacien de A qui vaut mu0j. Alors, ça ressemble à Poisson. Poisson, c'est quoi Poisson? Poisson, c'est celle-là, avec E égale moins gradient de V. Hein, si on prend ça, on va dire que là, on a div de moins grade de V qui vaut ρ sur epsilon 0, c'est-à-dire, ceci est donc div de grade, c'est le Laplacien, donc on a, pardon, j'ai un signe moins là qui me manque, hein.
on a Laplacien de V qui vaut moins ρ sur epsilon 0. Donc ça s'appelle effectivement l'équation de Poisson. Ça vous permet de déterminer V à partir de ρ. Et on sait que la solution de ça, c'est ça. Puisqu'on sait par ailleurs calculer V directement. Donc la solution de ce truc-là, c'est ça. Du coup, la solution de ça, on peut la déterminer facilement, parce que par analogie, c'est la même chose. Alors, sauf que faites attention, le Laplacien est un opérateur un petit peu spécial qui peut s'appliquer à un champ de vecteurs ou à un champ scalaire. Ici, il s'applique à un champ scalaire. Là, il s'applique à un champ de vecteurs. Qu'est-ce que ça veut dire, le Laplacien d'un champ de vecteurs? C'est simplement un vecteur qui a pour composante le Laplacien de chacune des composantes. Alors, en français, c'est pas facile à suivre, mais en mathématiques, c'est simple. Laplacien de A, c'est le vecteur qui a pour composante Laplacien de A indice Y, en cartésienne, hein, Laplacien de A indice Y et Laplacien de A indice Z. Où AX, AY, AZ sont les composantes dans la base cartésienne UX, UY, UZ du vecteur A. Donc ça, c'est le Laplacien de A. Eh bien, ceci est égal à moins mu0 J. Donc moins mu0 Jx, Jy, Jz, les composantes de X, Y, Z, de J, pardon, suivant X, Y, Z dans la même base cartésienne. Donc, voilà, vous voyez, composante par composante, que vous avez delta AX qui vaut moins mu0 Jx, delta AY qui vaut moins mu0 Jy, etc. Donc, c'est la même équation que celle-ci, d'accord, en remplaçant V par AX et ρ par Jx. Par conséquent, puisqu'on connaît la solution de celle-là, on connaît la solution de celle-là. Je peux vous l'écrire immédiatement. Ça va donner AX égale somme triple de, alors à la place de ρ sur ρ sur epsilon 0, il y a mu0 J, et donc ça va faire mu0 sur 4pi Jx d tau sur R, sur PM, enfin sur la distance entre là où il y a l'endroit qu'on considère ici, hein, et le point qu'on recherche. Donc si vous faites, voilà, Jx de P sur PM, si vous voulez. Enfin, je ne sais pas comment vous préférez l'écrire. Pareil pour Y, pareil pour Z, et par conséquent, vous pouvez écrire, donc pareil pour Y, pareil pour Z, et donc, vous pouvez écrire vectoriellement que A, c'est, je sors mu0 sur 4pi de l'intégrale, et j'ai la somme triple de J d tau sur R, où R est à nouveau le PM en question. Donc V, c'est 1 sur 4pi epsilon 0, somme triple de ρ d tau sur R, et A, c'est ça. Enfin, voilà. Okay. Alors, dans la jauge de Coulomb. Ce V-là ou ce V-là plus n'importe quelle constante, c'est un bon V qui convient au sens où moins son gradient, c'est bien le champ E. Et ce A-là ou bien ce A-là plus le gradient de n'importe quoi, c'est un bon potentiel vecteur au sens où son rotationnel, c'est le champ B. Alors ça, c'est la version donc volumique. D'où il sort le 4pi? Ah bah, par analogie à ça, quand ça vaut ça, il y a un 4pi, donc l'autre aussi. D'accord. Ouais. Alors bien sûr, vous pouvez vérifier, hein, vous calculez le Laplacien de ce truc-là et vous allez trouver ce qu'il faut. Oui, alors en version non volumique, mais souvent en fait on cherche le champ B créé par une distribution de courant supposée
le long d'un fil, enfin à une dimension. Hein, donc ça, la version de ça, vous rappelez que J taux peut se transformer en IDL ou en JSDS si vous avez une nappe de courant. Hein, donc en fait, pour des circuits, enfin pour un circuit filiforme, vous pouvez réécrire ça comme ça. Somme sur le circuit de IDL sur R. À nouveau, R, c'est la distance entre le point courant où vous êtes et le point où vous calculez le potentiel vecteur. Alors pareil, hein, formellement, vous pouvez montrer que le rotationnel de ça donne Biot et Savart. Si vous calculez explicitement rotationnel de ça, il faut connaître le rotationnel de 1 sur R, etc., vous allez trouver Biot et Savart. C'est exactement la même... si vous avez A, vous avez B. Si vous avez B, vous avez tous les A possibles, c'est-à-dire celui-là plus n'importe quel gradient. Donc ça dépend de la jauge. Mais si vous choisissez la jauge de Coulomb, eh bien voilà ce que vaut A. Et on s'en sert dans quel domaine la jauge de Coulomb, ça ne me parle pas trop. On a fait des démonstrations, mais dans quel cas ça peut nous servir ça? Si on vous demande le potentiel vecteur associé à un champ B, il n'y en a pas qu'un, il y en a une infinité possible. Donc soit on vous dit rien et vous en trouvez un, c'est bien, mais si on vous dit calculer le potentiel vecteur, si on veut que vous trouviez un résultat bien particulier et pas un autre, il faut vous dire dans quelle jauge il faut se placer. Mais vous verrez que la jauge de Lorentz, quand on fera les ondes, est très importante pour obtenir une équation d'onde sur les potentiels vecteurs. Mais en magnétostatique, c'est très naturel et très agréable de se placer en jauge de Coulomb. Souvent, des fois, on n'en parle pas même, c'est sous-entendu, mais si vous écrivez ça, vous voyez que ça, c'est nécessairement, c'est valable en jauge de Coulomb. Bon. Ok. Alors, l'intérêt de l'introduction des potentiels électrostatiques et potentiels vecteurs, c'est aussi de travailler sur l'énergie. Donc ça, c'est un point que je voulais aborder probablement avant de faire des exos, parce que on aura toujours besoin de l'énergie à un moment. Ou alors, si vous voulez, on peut faire la balance de coton tout de suite, parce que ça, il n'y a pas besoin de... Ou même l'effet Hall. Si vous préférez qu'on fasse des petits exos tout de suite avant de parler de l'énergie. Oui, je vois des oui de la tête. Donc, ok. Il faudrait qu'on fasse l'énergie quand même, on est d'accord. Hein, bon, d'accord. Mais alors, allons-y. Je vous propose de faire l'exercice. Le 3 et le 4 et le 5, on peut les faire comme ça. Ah non, le 5, il y a à nouveau... Non, le 5, il va déjà y avoir de l'induction, donc non. On va faire le 3 et le 4, histoire de ne pas vous frustrer avec du cours. Mais bon, on retrouvera ces potentiels quand on va faire l'énergie, parce que c'est vraiment la meilleure façon d'obtenir les densités d'énergie associées au champ E et au champ B. Et après, on va relier ça au condensateur et aux bobines. Bien, alors, balance de coton. Coton, en fait, avec 2 T. Pas en français, celui-là. Alors, la balance de coton... Je vais vous faire le schéma. Donc, c'est l'exercice 3. Alors, on a une balance. Je reproduis le dessin vite fait. Alors, une balance, ça a 2 plateaux qui tournent autour d'un axe. Donc, je représente l'axe ici. Donc, d'un côté... On a une masse, une certaine masse ici. Comment elle s'appelle cette masse? Tiens, elle n'a pas de nom cette masse. Ah si, petit m. Et alors sur l'autre bras,
Alors, l'idée, c'est de faire passer un courant électrique dans un champ B. Donc, vous avez un circuit qui arrive là. Vous avez... donc, vous avez un courant I, et qui revient comme ça, puis qui s'en va par là, voilà. Et la balance de coton sert à peser des champs magnétiques, en quelque sorte. Donc, vous avez une région ici dans laquelle règne un champ B. Un champ B qui vient vers nous. Et on va mesurer ce champ B. On va peser le champ B. Donc, les deux bras de la balance sont libres de tourner autour d'un axe perpendiculaire au tableau ici, hein, c'est cet axe-là, passant par O. Le bras de gauche sert de support à un fil conducteur dans lequel passe un courant I égale 5 ampères. Donc c'est costaud, hein. 5 ampères, c'est colossal en fait. C'est parce que le champ B, ça pèse pas lourd, donc il faut lui mettre beaucoup de courant pour... Alors, les portions du circuit QM et NP, alors, donc on a, j'ai du bleu, Q est ici, M, N, P. Donc, ces portions de circuit-là sont en fait des arcs de cercle, ça là, et ça, ce sont des arcs de cercle centrés sur O. Alors, le dessin est mal fait, par exemple. Et donc, c'est construit de telle sorte que ça se fasse un arc de cercle centré sur O. Et du coup, si la balance bascule comme ça, ça se déplace sur un cercle, enfin, ça reste des arcs de cercle centrés sur O. La portion de circuit MN, celle-ci, rectiligne, est de longueur L égale 2 cm. Donc là, on a une petite longueur L égale 2 cm. Très bien. Et se trouve à une distance moyenne R égale 30 cm de l'axe. C'est-à-dire que cette distance-là, c'est 30 cm. Je vais l'écrire en noir. Grand R. Il y a 30 cm. Elle est placée dans une région où règne un champ magnétique uniforme B, représenté ici, perpendiculaire au tableau comme indiqué. Déterminer la résultante de la force de Laplace s'exerçant sur la partie Mn du circuit. Alors, force de Laplace sur Mn. On n'a pas encore vu les forces de Laplace, mais comme vous préférez introduire le cours dans les exos, c'est le moment. Alors, qu'est-ce que la force de Laplace? Alors, effectivement, c'est la force élémentaire sur une portion de fil électrique dl parcouru par un courant I s'écrit df égale I dl vectoriel B. Mais il est important de comprendre que ceci n'est rien d'autre que la force exercée par le champ B sur les électrons qui sont en train de se déplacer dans le fil. Qu'est-ce que c'est un courant? Un courant, c'est des charges en mouvement. D'accord? Et Idéal, c'est égal à Q fois V, c'est ça? Voilà, alors, vous avez des charges en mouvement. Sur chacune de ces charges s'exerce une petite force, F égale QV vectoriel B. D'accord? Ça, c'est la force de Lorentz sur la charge Q qui est en mouvement. S'il n'y a pas de courant, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de force. Mais s'il y a des charges en mouvement, sur chaque charge, on a ça. Maintenant, Laplace ou Lorentz? ça, c'est Laplace, ça, c'est Lorentz. En fait, la place, ça s'applique à un circuit. Et Lorentz, c'est une partie. Ouais. Laplace, c'est la résultante de toutes les forces qui s'exercent sur toutes les particules qui sont en train de se déplacer. Alors, comment on passe de là à là?
C'est très simple en fait. QV, alors ça c'est pour une charge, mais il n'y a pas qu'une charge dans le fil. Il y a N charges. Il y a N charges. Alors, il y a N charges par unité de volume, petit n charges par unité de volume. Donc, dans un volume d'étau, il y a dn égale n d'étau charge, où n est la densité de charge et n c'est le nombre de charges. Et donc la force résultante sur toutes ces charges, eh bien c'est la somme, d'accord? Donc ça va être dF égale n QV d'étau vectoriel B. Mais NQV, ça ne vous rappelle pas quelque chose? C'est J. Ça, c'est le vecteur densité de courant. Donc, c'est J d'étau vectoriel B. Donc, si vous avez votre fil électrique comme ceci, avec là-dedans des charges qui se déplacent à la vitesse V, vous avez donc un vecteur densité de courant J égale NQV. Comment on obtient le courant? Le courant, c'est la quantité de charge qui traverse par unité de temps une section du fil. Et vous avez ce courant, donc, qui est la somme à travers une section du fil, sigma ici, de J scalaire ds. Donc là, si vous intégrez sur toute la section du fil, des taux, effectivement, des taux, c'est ds fois dl. C'est la section fois la longueur. Donc ici, en fait, si vous considérez un fil, et non pas, donc vous intégrez sur la surface, ça c'est volumique, local, mais si vous intégrez sur toute la section, vous allez obtenir ici, en fait, eh bien, le J des taux, c'est J ds dl, et donc ça va faire I dl vectoriel B. Donc ça, c'est après intégration sur la section du fil. C'est-à-dire que vous considérez que votre fil, il est à une dimension, enfin. Vous intégrez sur l'autre dimension, sur les deux autres dimensions qui sont petites, sur la section du fil. Voilà. Donc vous voyez que cette force de Laplace, ça s'appelle effectivement force de Laplace. Ah bah c'est écrit, voilà, force de Laplace. Cette force de Laplace, ce n'est rien d'autre que la somme des forces de Lorentz qui s'appliquent sur chaque charge. Donc il n'y a pas un concept nouveau, il n'y a rien de difficile. Et en écrivant simplement ce que ça vaut en pratique, enfin explicitement, disons, vous obtenez l'expression de la force de Laplace. Voilà. Ok, bon, bah alors maintenant on peut répondre à la question. Puisque sur chaque petit élément dl, il s'exerce cette force-là, au total, on nous demande la résultante de la force sur toute la portion de fil qui va de m à n. Eh bien, donc cette résultante, simplement la somme de tout ça. Hein, donc je vais la noter F indice mn, peut-être, la force qui s'exerce sur la branche de circuit Mn, c'est égal à la somme de M à N de ça, donc de I dl vectoriel B. Alors il y a juste à calculer ça. I, c'est le courant dans un circuit, c'est le même pour tout le monde, on peut le sortir de l'intégrale. dl vectoriel B, alors c'est pareil, B, il est ce qu'il est. On nous dit qu'il est uniforme, donc on peut aussi le sortir de l'intégrale. Donc on a la somme de M à N de dl, vectoriel B. Et la somme de M à N de dl, c'est Mn, le vecteur Mn.
Voilà. Alors, pardon, c'est pas très facile à suivre, là, du coup, où j'en suis, mais bon. Ça, c'était avant, ça. Bon, bah alors, ça vaut quoi, ça? Du coup, la force sur Mn est égale à... Alors, ça, c'est petit l. Donc, ça fait I, L. Alors, Mn vectoriel B, ils sont orthogonaux, donc c'est voilà, c'est juste le produit des normes, hein, parce qu'il y a un angle droit entre les deux vecteurs. Et alors, c'est dans quelle direction? C'est moins, voilà, c'est moins UZ, donc si effectivement, je vais appeler ça UZ, et donc ça va être moins UZ. Voilà. Donc, on a une force qui vient pousser comme s'il y avait une masse ici et qu'il y avait le poids. Non. Donc en fait, c'est cette force-là vers le bas qui tend à faire tourner la balance comme ça, qu'il va falloir équilibrer avec une masse. Et en voyant quelle masse il faut mettre pour équilibrer la force, on peut en déduire ce poids-là. Ça, en quelque sorte, c'est le poids enfin, c'est l'équivalent. Enfin, c'est la force de Lorentz, la force de Laplace qui s'exerce sur ce bruit de courant, qu'on va contrebalancer par le poids d'une masse qu'on met de l'autre côté. Et donc, il suffit de voir qu'est-ce qu'il faut compenser. Alors, ceci dit, avant de faire ça, et je pense que ça doit être la suite des questions, c'est qu'il faut voir que ce n'est pas forcément la seule force qui s'applique là. Donc là, on a la force là-dessus, mais il y a aussi du courant qui passe dans d'autres branches du circuit et qui donne lieu, elle aussi, à des forces de Laplace. Donc, il va falloir aussi les prendre en compte. Alors, deuxièmement, la force exercée sur les parties circulaires a-t-elle un effet sur l'équilibre de la balance? Si oui, lequel? Sinon, pourquoi? Donc là, ce qu'on nous dit, c'est qu'il y a aussi un courant I qui passe là. Et à nouveau, il y a une force de Laplace. I dl vectoriel B. Ouais. Sur le bras droit qui est égal au moment de la force sur le bras gauche. Et en fait, comme c'est un produit vectoriel et que c'est un arc de cercle, la force, le produit vectoriel est nul pour ces forces. Pourquoi le produit vectoriel de quoi? De la force de Laplace sur les arcs de cercle, comme c'est OM vectoriel F, et que D'accord. Le vecteur d'orientation est nul, du coup c'est nul. Le moment de la force est nul. Voilà, on est d'accord. Est-ce que vous voyez tous ça? Je vais le faire en grand ici. Vous avez un arc de cercle comme ceci, de Q à M, avec, sur chaque petit élément de circuit ici de longueur dl, on a une force qui s'exerce. Quelle est cette force? Eh bien, la force df qui s'exerce là-dessus, eh bien, c'est I dl vectoriel B. Et donc, vous avez B qui vient vers nous. Donc, dl vectoriel B, en l'occurrence ici, ça fait une petite force qui est orthogonale. Évidemment, la force est orthogonale à dl. Donc là, on a df ici. Sur la portion de circuit ici, on a cette fois I qui va dans l'autre sens. On a à nouveau un petit df ici qui vaut I dl vectoriel B. Mais cette fois, en supposant qu'il est positif, on a dl vers le haut, dl vectoriel B. Et donc là, ça va faire une force orthogonale toujours, bien sûr, mais comme ceci. Donc voilà le df en question. Alors pour avoir la résultante de la force de Laplace de Q à M, eh bien, il faut faire la somme de tous ces petits df. Et ça, c'est pas nul, on est d'accord. Par contre, et c'est là que vous avez raison, ce qu'on nous demande, c'est est-ce que ça va avoir une incidence sur l'équilibre de la balance? L'équilibre de la balance, il est donné par la somme des moments des forces par rapport au point O autour duquel ça bascule, enfin c'est l'axe de la balance. L'équilibre de la balance, c'est somme des moments égale 0. Cette force-là n'est pas nulle, celle-ci non plus, mais leur moment par rapport à O
lui, il est nul parce qu'on a pris soin de prendre des arcs de cercle centrés sur O, et par conséquent, ces forces-là, alors c'est mal fait, hein, mais bon, ces forces-là, étant orthogonales à la tangente au cercle, sont en fait des rayons du cercle, et donc se prolongent sur l'axe O, et donc ont un moment nul. Le moment de cette petite force-là par rapport au point O qui est justement dans leur prolongement, le moment de ces forces-là est nul, et donc ils ne font tourner ni dans ce sens-là, ni dans celui-là. Une force qui passe par l'axe a un moment nul par rapport à l'axe, bien On ne évidemment. peut pas dire que les forces, enfin, au-delà du fait que les moments soient nuls, mais que les Qu'elles forces- s'annulent? Ouais, que ça ne se coupe Ben non, en fait elle se compense pas parce que, par exemple, donc c'est le même I, d'accord? Mais vous voyez que la longueur ici est plus petite que celle-là, forcément, puisque c'est plus près. Hein? Pour le même angle ici, Oui, non. voilà, la longueur, c'est RT. Donc en fait, non, la somme des forces n'est pas nulle. La somme des forces n'est pas nulle. Par ailleurs, soit dit en passant, parce que c'est un autre exercice classique, Si on raisonne Pardon. pas sur la longueur totale, mais en DL, si on raisonne en DL, le DL il est aussi petit que je veux. ah oui, mais il faut faire la somme sur tout Oui, mais je peux en faire dans les deux cas une infinité, puisqu'il est aussi petit que je veux. Donc, enfin, vous voyez ce que je veux dire? En raisonnant en DL, c'est pas juste. Là, vous êtes en train de me dire que cette longueur-là et celle-là, c'est la même, puisque cette longueur-là, c'est la somme des DL, et puis celle-là aussi, c'est la somme des DL, donc comme ils sont aussi petits que je veux, et puis donc j'en prends une infinité fois 0, ça fait quoi? Bah, c'est ça le problème. Parce que votre raisonnement permet de dire que n'importe quelle longueur est la même que n'importe quelle autre. Un petit peu embêtant. Il doit y avoir une erreur quelque part. OK? Bon. OK. Oui, alors, pendant qu'on y est, vous voyez que sur ce circuit, alors si le circuit est rigide, bah, le circuit ne va pas se déformer par définition. S'il est déformable, le circuit, vous voyez que cette branche-là subit une force par là, et cette branche-là subit une force par là. Et donc, en fait, si vous avez, imaginez que vous avez un circuit comme ça, déformable, et vous avez un champ B, mettons, qui vient vers nous. Qu'est-ce qui va se passer si vous avez un courant qui passe dans ce sens-là? Eh bien, sur chaque petit élément de circuit ici, va s'exercer une force vers l'extérieur, en fait. Vous pouvez regarder, DL vectoriel B, à chaque fois, ça le pousse vers l'extérieur. Et donc, vous allez avoir sur le circuit des forces qui vont, si le circuit est déformable, qui vont faire que le circuit va se déformer pour former un cercle comme ça. Et donc, en fait, vous allez augmenter la surface du circuit. Augmentant la surface du circuit, vous allez augmenter le flux du champ B. Le flux de B à travers le circuit. Somme de B scalaire ds. Bah, ça vaut ce que ça vaut. Si le champ B est constant, vous pouvez sortir B. Donc c'est B fois la somme de ds, c'est B fois la surface, alors orientée. Ok, je note U orthogonale, enfin. Donc si vous augmentez la surface, vous augmentez le flux du champ B. Mais en fait, ça, c'est une règle générale, on le verra. Ça s'appelle la règle du flux maximal. Si vous avez un circuit, s'il est rigide, il est rigide. Bon, ok. Mais s'il n'est pas rigide, il tente à adopter la forme qui va lui donner le flux maximal. Maintenant, s'il est rigide, mais qui peut s'orienter, eh bien, tourner, par exemple, si vous avez le champ B comme ça, et on verra après, mais donc si vous avez le champ B comme ça et vous avez un circuit qui est en biais comme ça, eh bien, il a envie de se mettre comme ça. Et en fait, on va montrer qu'il y a un moment qui s'exerce sur le circuit qui va tendre à rendre son flux maximal, enfin le flux de B à travers le circuit maximal, pour des raisons énergétiques justement. Donc il va falloir qu'on aborde l'énergie bien sûr à un moment donné.
Hein, on va montrer que l'énergie d'un circuit dans un champ B, une énergie potentielle qui est moins I fois phi, le flux de champ B à travers le circuit. Monsieur, Et donc, les forces qui s'exercent sur un corps ou sur un système quelconque sont toujours telles que ça tend à minimiser l'énergie potentielle, si on les laisse agir, bien sûr. Oui, pardon. question mathématique. Oui. Si je prends pour un périmètre donné, la configuration qui maximise la surface, c'est le cercle. Oui. Oui. C'est pas qui minimise, justement? Ah non, ça maximise la surface. Bah, c'est simple, hein, sinon pour minimiser, je vous fais ça, moi. Hein. Je peux vous faire aussi petit que vous voulez. Pour une longueur donnée, vous faites un rectangle d'épaisseur très fine et ça va tendre vers 0. En 3D, il n'y avait pas un truc comme ça? En 3D, c'est la sphère. Et ça maximise la surface? Ça maximise le volume pour une surface donnée. Ah, pour une surface donnée, d'accord. Ça maximise le volume enserré. Si vous voulez, sinon c'est pareil, hein, vous prenez pour une surface donnée, vous faites deux plans comme ça va avoir un tout petit volume. Si vous voulez maximiser le volume, vous avez la sphère. Et là, si vous voulez maximiser la surface pour un périmètre donné, c'est le cercle. Et donc on retrouve ça, enfin bon, on le voyait en passant, donc j'en parlais, mais bien sûr, on montrera ça et on travaillera sur l'énergie un peu plus tard. Ok, donc on a montré que il y a une force qui s'exerce là-dessus et qui est dirigée comment? Donc on l'a écrit, c'était suivant moins UZ, donc on a une force ici, là, voilà la force de la place. Ça c'est Fmn. Et puis il y a des forces qui s'exercent là et là aussi, mais elles ont un moment nul par rapport à O. Par conséquent, si on s'intéresse juste à l'équilibre de la balance, eh bien, il y a deux forces. Celle-ci et évidemment le poids là, mg, qui vont avoir une action, c'est-à-dire qu'ils ont un moment non nul par rapport à l'axe de la balance, et donc qui ont une action, celle-ci fait tourner vers la droite et celle-ci vers la gauche, bien évidemment. Et donc l'équilibre, c'est lorsque la somme des moments vaut 0. Et alors, on va voir exactement comment est formulée la question d'après, mais enfin, ça va être en gros de déterminer quelle masse m il faut pour compenser pour équilibrer. Alors, pour équilibrer la balance en présence du champ magnétique, une masse m égale 2 grammes. Donc ça, c'est 2 grammes. Doit être ajoutée par rapport à la situation sans champ magnétique. Oui, bon, d'accord. Donc on démarre à la situation, enfin on démarre avec ce qu'il faut pour que ce soit l'équilibre. On met le champ magnétique, donc du coup ça fait tourner par là, et pour équilibrer ça, il faut rajouter 2 grammes ici. En déduire, alors sur le plateau 1, donc on nous dit que ça c'est situé à la distance R' égale 30 cm. Ah bah c'est la même distance. Bon, bah on va le faire numériquement, enfin littéralement d'abord. Donc en déduire l'intensité du champ magnétique, donner d'abord l'expression analytique littérale. Donc allons-y. Donc 2 c'est fait, 3 on y vient. Donc le moment de la force Fm, donc somme des moments, je vais l'écrire comme ça, somme des moments par rapport à O, c'est le moment de Fmn par rapport à O, plus le moment de mg par rapport à O. Et donc ça fait Fmn fois R. Alors, ça fait tourner comme ça, donc j'appelle ça U delta, l'axe qui vient vers nous, U delta. Et puis moins mg R', tout ça suivant U delta. Voilà, et par conséquent, donc, Fmn qui n'est rien d'autre que I. Il y a un moins qui... Ah oui, d'accord. Ça c'était la norme, bien sûr. C'est plus mg', hein, si vous prenez ce delta. Non, parce que j'ai pris U delta qui vient vers nous. Et oui, mais dans ce cas-là, Donc en fait, c'est juste que quand c'est plus mr'. Le moment du poids à droite, ça fait moins si j'ai pris U delta vers nous. Celui-là, il fait tourner comme ça. ah oui. Ouais.
D'accord? Si U delta vient vers nous, bah, j'ai O, M, vectoriel, V, ça va vers l'arrière. De toute façon, on le voit, ça fait tourner par là. Alors là, j'avais mis un moins parce que j'avais considéré la norme de la force, mais on l'a écrite ici. Donc en tout cas, ça fait... bah, je vais l'écrire comme ça va être plus simple. Ça, c'est directement ILB. Voilà, c'est ILB vectoriel. Okay. Donc ILB fois R par là, et MG fois R' par là. Et à l'équilibre, on a donc ça égale ça, c'est-à-dire B égale MG sur IL, R' sur R. Donc voilà la réponse à la question. S'il y a besoin de mettre 2 grammes pour rééquilibrer la balance une fois que vous avez branché le courant, eh bien c'est que le champ B vaut ça. Alors, on va faire l'application numérique maintenant, j'imagine. Ah, alors, l'application numérique, juste pour avoir un peu un ordre d'idée, vous allez voir que c'est pas facile à peser le champ B, en fait. Pas facile de peser le champ B. Alors, on a dit 2 grammes. Alors, allons-y. Ouais, bon, non, j'allais commenter votre habilité à faire des calculs analytiques. Faites attention, pas analytiques, numériques. Faites attention avec les conversions, les trucs. Alors, et faites attention à bien lire l'énoncé. Il y en a plein dans le DM. Il y avait, je ne sais plus, c'était dans le truc dans l'exo sur le cycle de Baudrochas, je crois. On vous donnait dans l'énoncé que le CV, la capacité calorifique, c'était 660 calories par gramme. Et il y en a plein parmi vous qui ont écrit 600 calories par gramme. Alors, évidemment, du coup, le résultat n'est pas juste. Donc, lisez bien l'énoncé. Et après, tapez bien sur la calculette. Alors, M fois G, donc 2 grammes fois G, ça fait 2 10 moins 2. 2 grammes, attention, hein, en SI, c'est 2 10 moins 3. Donc, fois G, on va dire 10. 2 10 moins 2, divisé, alors il y a combien? Il y a 5 ampères. 5 ampères et sur 2 cm. Et 2 cm, ça tombe bien, c'est 2 10 moins 2. Et puis R' était égal à R. Donc ça fait 1/5. Donc ça fait 0,2 Tesla. 0,2 Tesla, c'est beaucoup. C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et pourtant, 5 ampères, c'est les courants qui passent. C'est colossal. 5 ampères, c'est colossal. Les courants qui passent dans les prises, c'est combien? C'est 30 milliampères. Le différentiel, il est à 30 milliampères de 0,3. Bon, moi, je ne savais pas, mais je vous fais confiance. Qu'est-ce que tu dis? Non, mais dans les prises, il y a plus que différentiel. Bah, ça dépend combien vous tirez. Si, Ah oui, ça dépend. vous avez U. Alors, I, c'est U sur R. Bon, mais bon, typiquement les résistances, c'est... Bah, je sais pas. Bon, ça dépend ce que vous mettez. Si vous branchez un radiateur électrique, l'idée c'est de faire passer. L'idée c'est d'avoir un U2 sur R qui est grand, un RI carré, dissiper beaucoup de choses. Voilà. Donc du coup voilà, un RI carré. Voilà. Donc, mais après maintenant, si vous branchez autre chose. Enfin, c'est ce que vous voulez. Le courant, ça peut être très faible si vous branchez une grande résistance. Bon, bref. Du coup, pour quelque chose qui tire beaucoup, le champ Oui. magnétique induit par un courant qui tire dans un radiateur électrique, par exemple, il va être de l'ordre de 0,2 Tesla. Ah non. Ah non, jamais de la vie. Non, faire un champ de 0,2 Tesla, c'est pas si facile en fait. D'accord. On verra. On va voir des exos sur les solénoïdes, mais vous vous rappelez, on a calculé le champ B d'un solénoïde comme étant mu0 NI, hein, hier ou avant-hier. Mu0, c'est combien? 4pi10-7. Il faut qu'on voit ça d'ailleurs. N, mettons que vous mettiez 1000 spires par mètre. C'est beaucoup déjà. Enfin non, sur un mètre. Oh, je crois que c'est de cet ordre-là. En général, les bobinages un peu standards. Allez, 1000 spires par mètre. Et si vous faites passer
même 1 ampère, ce qui est beaucoup, hein. Vous voyez que ça vous fait, allez, ça fait 10, donc 10, 4, ça fait 10 moins 3 Tesla. Et pourtant, vous y êtes allé, hein. Donc, c'est très difficile de faire des champs magnétiques de plus d'1 Tesla. C'est très difficile, vraiment très difficile. Enfin, IRM, c'est combien ils essayent de mettre beaucoup et justement, les bons, c'est plus d'1 Tesla, mais 100 Tesla, vous n'y arrivez juste pas, quoi. Ça se fait pas. 10 Tesla, c'est colossal. Il faut des grosses machines pour faire ça. Je me rappelle, moi, quand j'étais jeune, quand j'étais étudiant, notre prof de physique nous avait fait tout un truc parce qu'on avait battu le record, on avait atteint 1 Tesla. Vous voyez, c'est pas... Oui, donc... Voilà. Je suis pas si vieux que ça non plus, quoi. Donc, bon, bref. Donc, 1 Tesla, c'est énorme, hein. Le champ magnétique de la Terre, c'est... Ouais. 2, 10, moins 5. Alors après, ça dépend des projections, mais c'est l'ordre de grandeur, hein, donc voilà. Bon, allez. On s'arrête là, à moins que vous ayez des questions. C'est bon ? On fait l'effet Hall alors, puisque c'est un truc qu'on peut faire, je pense, sans faire plus de cours, donc allons-y. Alors, exercice 4. Non, pendant qu'on est dans la place, on va faire un autre exercice. On va calculer la force exercée l'un sur l'autre par 2 fils parcourus par un courant. Ça, c'est important, c'est la définition de l'ampère, en fait. Pendant encore quelques mois. Pendant encore quelques mois. Oui. Le 20 mai 2019, une révolution va intervenir. On va changer la définition des unités fondamentales. Je vous encourage à regarder ma petite vidéo à ce sujet sur la chaîne IT d'Orion. Et donc la définition de l'ampère aussi va changer, mais jusqu'à présent, l'ampère est défini par la force qu'exercent 2 fils l'un sur l'autre. Alors, exercice, parce que c'est mieux. Regardez la vidéo. Ouais. Ça ne va pas changer grand-chose, mais ce sera parfaitement bien défini maintenant. Non, c'est ça qui est bien. C'est que c'est définitif, c'est basé sur les constantes fondamentales. Alors, si les constantes ne sont pas constantes, c'est autre chose. Non, mais bon, d'accord. En tout cas, c'est basé sur ce qu'on connaît de plus profond en physique. Et pas sur des trucs arbitraires. Vous savez que le mètre était défini par rapport à la circonférence de la Terre. Ouais, ok, super. Ouais. Et la masse, ben on a dit, c'est... Bon. 1 mètre cube. Ouais. D'eau gelée. Non, pas d'eau gelée. D'eau à 4 degrés. 1 cm3. Mais comment vous définissez le centimètre? Donc en fait, le kilo, on a coulé un kilo et on a dit c'est 5 kilos. Si vous voulez calibrer vos mesures de masse, bah, il faut comparer à ce kilo. La masse, elle dépend de la température. La densité de l'eau varie un peu et elle est maximale à 4 degrés. Ah, c'est par rapport Sous la pression atmosphérique, donc c'est pareil, tout ça dépend de beaucoup de choses. Hein. Ah, d'accord. Bon, allez, exercice, je vais l'appeler ça définition de l'ampère. Donc, soit 2 fils rectilignes infinis parcourus par un courant constant de même intensité I. OK ?
En pratique, vous faites le même fil, puis vous faites revenir de l'autre côté, comme ça vous savez que c'est le même courant, par exemple. Mais, enfin, bon, en tout cas, voilà. Deux fils rectilignes infinis parcourus par un courant I. Question. Quelle force s'exerce-t-elle sur une longueur de fil grand L, sachant qu'il y a une distance D, donc deux fils infinis séparés par une distance D égale 1 mètre. Et puis après, on regardera combien il s'exerce sur 1 mètre de fil. Quelle force s'exerce sur 1 mètre de fil. Alors d'abord, pourquoi il y a une force? Pourquoi faire passer du courant dans un fil? Ça fait qu'il y a une force. Voilà. Donc chaque fil crée un champ B. Et dès lors qu'il y a un champ B partout dans l'espace, il y a une force de Laplace, F égale I dl vectoriel B. Alors je vais prendre une portion ici de fil de là à là. Grand L. Donc sur la portion dl, s'exerce une force dF égale I dl vectoriel B, force de Laplace. Mais que vaut B? On l'avait calculé, hein, le champ B est créé par un fil infini. Alors voilà, le champ B ici, c'est mu0i sur 2pi fois la distance, donc 2pi d, u θ. Hein, si le i est comme ça, donc ça, voilà B. Ah, ça, c'est dans le cas où on se place en une distance B. Ouais. Ben, le fil, il a une distance D. Donc la force ici, c'est I dl vectoriel, le champ B qui règne là où il y a le courant. Hein, puisque ça, vous vous rappelez, ça ce n'est rien d'autre que la somme des QV vectoriel B sur toutes les charges. Donc c'est le B à l'endroit où se trouve la charge. OK? Alors, évidemment, il faudrait redémontrer ça. Enfin, on l'a déjà fait, je ne le refais pas. Mais ça, le théorème d'Ampère, vous appliquez, vous prenez les symétries, vous prenez un cercle et on trouve ça immédiatement. OK, donc, dF vaut I dl vectoriel B avec B qui vaut ça. Donc, dF vaut... Alors, vous voyez qu'il y a un I carré, là, du coup, qui apparaît. Mu0... en fait, amusons-nous, on va faire un I1 et un I2. Donc là, c'est I2 ici, et là, c'est I1. D'accord? Donc il y a un fil parcouru par I1, un fil parcouru par I2. Le champ I1 crée un champ, on peut appeler B1 ici, enfin bon, ouais, allez, B1. B1 vaut ça. Et donc la force de Laplace sur cette petite portion ici, c'est I2 dl vectoriel B. Et donc ça fait mu0 I1 I2 sur 2pi d. Alors dl vectoriel B, ça vient vers le fil. Ouais, on va appeler ça moins UR ou moins U. OK, donc ça, c'est sur un petit élément... Ah, il manque le DL, justement, sur un petit élément DL. Et donc, la réponse à la question, sur une longueur L de fil, on a F qui vaut moins mu0 I1 I2 sur 2pi d fois L.
U. Application numérique. Alors d'abord, première remarque. Si I1 et I2 sont dans la même direction, si vous voulez, s'ils sont tous les deux positifs ou tous les deux négatifs, compte tenu de cette orientation-là, alors la force est attractive. Si en revanche, il y en a un qui monte, l'autre qui descend, quel que soit celui qui monte et celui qui descend, alors I1 et I2 seront de signes différents et la force sera répulsive. D'accord ? On retrouve un peu l'idée de tout à l'heure, c'est que si vous avez un circuit comme ça, s'ils sont dans le sens opposé, la force est répulsive, lui est repoussé, et du coup, évidemment, hein, la force que lui exerce sur lui, c'est moins la force que lui exerce sur lui. Hein. On le voit ici, c'est symétrique. Hein. Si vous changez 1 en 2, ça ne change pas ça, mais le U change. Enfin, c'est l'action et la réaction, hein, bien sûr. Hein. Donc vous voyez qu'on retrouve que s'ils sont de signes séparés comme ça, ben, vous allez augmenter la surface et donc augmenter le flux du champ B là-dedans, à travers ça. Par contre, s'ils vont dans le même sens, alors ce n'est pas un circuit. Hein, bref. OK. Donc ça, donc c'est répulsif si ça va dans le même sens. C'est attractif si ça va dans le même sens. C'est répulsif si ça va dans un sens séparé. Et maintenant, combien ça vaut? Alors, question, force sur 1 mètre avec I1 égale I2 égale 1 ampère. Eh bien, la force, je vais vous donner sa norme plutôt, voilà, la force, donc ça fait mu0 fois 1 fois 1 sur 2pi fois, alors, si D égale 1 mètre, hein, on sépare les deux fils de 1 mètre et on fait passer 1 ampère dans chaque fil. Et donc fois 1 fois L qui vaut 1. Et donc, alors ça on a dit que c'était 4pi 10.7. Ils sont bien choisis quand même les applications. Donc ça fait 2 10.7 newtons. Eh bien, ceci est la définition de l'ampère. Ceci est la définition de l'ampère. Qu'est-ce que c'est qu'un ampère? C'est la quantité, c'est l'intensité du courant qu'il faut faire passer dans deux fils infinis parallèles séparés de 1 mètre pour que la force attractive entre eux, soit 2 10.7 newtons. C'est la définition de l'ampère. Ah ouais, c'est pas des clusures d'effet. Non, ça c'est l'ampère. Et après, le coulomb, c'est la charge qui est véhiculée par ce courant-là pendant une seconde. Vous pouvez répéter la définition? Oui, alors, donc, C'est la quantité de l'intensité du courant qui compte. voilà, et donc, et l'intensité du courant passant dans deux fils rectilignes infinis parallèles, voilà, espacés de 1 mètre, pour qu'ils s'exercent entre eux une force attractive, enfin une force attractive ou répulsive, ça dépend de la direction, une force de 2 10-7 newtons. Voilà. Et vous voyez du coup que c'est pour ça que mu0 vaut 4pi 10.7. Évidemment, ça dépend de mu0 ici. Mais donc mu0, c'est 4pi 10.7, virgule 0,0000. Enfin, c'est 4pi 10.7, c'est une valeur exacte. Ah oui, mais pi, c'est pas exact.
N'empêche, mu0 c'est 4pi 10 moins 7. Pi c'est exact, je suis désolé. Ah si, oui, vous avez raison. C'est un nombre inexact. Pi c'est un nombre exact, il est ce qu'il est, il n'est pas autre chose, il n'est pas un certain pi. On sait très parfaitement ce qu'il est. C'est pas un nombre réel, ok. Enfin, pardon, c'est pas un nombre rationnel. C'est évidemment un nombre réel. C'est pas un nombre rationnel, c'est pas un nombre, c'est même pas un nombre algébrique. C'est ce qu'on appelle un nombre transcendant, mais soit, il est ce qu'il est. Et c'est comme ça qu'on a défini mu0 aussi. C'est la valeur. Bah disons, on postule que mu0 c'est 4pi 10 moins 7, et du coup on définit i comme ça. On définit l'ampère comme ceci. Ok ? Et vous avez dit par rapport au coulomb, c'est quoi Eh bien, du coup, un coulomb, parce qu'il n'en reste pas moins qu'évidemment, I, c'est dq sur dt. Donc, Q, c'est somme de I dt. Et donc, un coulomb, c'est la charge passant par une section d'un courant de 1 ampère pendant une seconde. C'est quelle section? Bah, une section du courant. Si vous avez un fil, c'est une section du fil. Si, enfin, peu importe. Disons, une section d'un fil dans lequel passe un ampère. Ah oui, d'accord. D'accord. Bon, il faudrait rajouter quelques mots là, mais bon. Enfin. C'est somme de I dt pendant une seconde. Avec I constant égal à 1 ampère. Donc ça, c'est la définition actuelle. Et il a été pris la décision le mois dernier que le 20 mai 2019, ceci va changer. Le 20 mai 2019, on va définir le coulomb comme étant tant de fois la charge élémentaire. Ouais, 6, je sais pas quoi, machin, avec 7 chiffres, 10, 18. Oui. Pourquoi le vrai? Ouais, c'est ce que j'allais demander. Parce qu'il faut bien choisir une date. Non, mais vous savez la réponse, vous. Ah non, 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 mais parce que... Non, ah non, non, je ne sais pas pourquoi. Pourquoi le 20 mai? Il fallait bien décider d'une date. Ça a été, la décision a été prise, je crois que c'était le 14 novembre le mois dernier. Bah, il faut aussi laisser le temps pour adapter comment dire, les manières de calibrer les systèmes et tout. Enfin, j'imagine. Donc il y a combien de grandeurs qui sont concernées? Donc le coulomb, l'ampère, enfin voilà, et puis le kilogramme. 3, c'est ça? Il n'y en a pas d'autres. Enfin, Il y a le mètre et le... non mais, ouais, le mètre et la seconde, mais ça c'est déjà fait en fait. C'est déjà basé sur les grandeurs fondamentales. Ça a été revu il y a quelques années déjà. D'abord la seconde, C'est pas le bon. puis le mètre. Vous savez comment le mètre est défini? Non. C'est pas avec le 16h137. La seconde est définie de telle sorte, le mètre est défini de telle sorte que la vitesse de la lumière soit mètre par seconde. Comment on fait? Mais quel rapport? Ah, c'est la vitesse de la lumière quand même. C'est genre 300 000 km/s. C'est 299 792 458 mètres par seconde. Voilà, c'est la vitesse de la lumière. Ça définit le mètre en fait. Oui, mais du coup, il aurait fallu tout changer. Mais je suis d'accord. Mais en fait, on a même pu prendre un. Le problème, c'est que si on met 300 000, ça change ce qu'on appelait le mètre avant, c'est plus tout à fait le mètre. Donc il faut changer toutes les dimensions partout. Si vous dites maintenant je voudrais un écrou de tant de millimètres pour aller dans la vis de tant de millimètres, c'est plus la même taille, ça va plus rentrer. Alors sauf si tout le monde change en même temps. Bah, le plus simple en fait, c'est que le mètre ça reste ce qu'on croyait avant. Sauf qu'avant la vitesse de la lumière c'était ça, virgule. Enfin on savait c'est plus ou moins quelque chose. Parce qu'on ne peut pas mesurer de façon parfaite.
Maintenant, ça vaut ça, la vitesse de la lumière. Point final. Et oui, mais du coup, le mètre. Eh bien, le mètre, et vous pouvez définir précisément... Enfin, vous avez une précision sur le mètre qui dépend de votre capacité à mesurer précisément la vitesse de la lumière. Ah oui, voilà. Donc, il vaut toujours ce qui valait avant, en fait, le mètre. Oui, on a pris cette valeur-là de telle sorte que pour autant qu'on puisse mesurer, ça ne change rien. Mais ce qui valait avant le mètre, on avait dit, ça, c'est un mètre. Ouais, mais c'est pareil, ça, à combien près? Parce que si vous allez le mesurer, ça dépend comment vous le mesurez. Puis ça change tout le temps, si ça se dilate avec la température. Enfin, c'était pas bien défini, c'est ça le problème. Donc, le fait que la vitesse de la lumière, c'était à peu près ça, plus ou moins quelque chose, l'incertitude venait du fait que, exactement ce que c'est un mètre, on ne sait pas. Et deux, on ne sait pas en plus mesurer de façon parfaitement, infiniment précise n'importe quelle grandeur. Il y a toujours une petite incertitude. Donc maintenant, on a dit, c'est clair, la vitesse de la lumière, c'est ça, point. Et donc le mètre, c'est la longueur, la distance parcourue par la lumière en un temps, t égale 1 sur ça, seconde. Le mètre, oui, enfin, bref, vous m'avez compris, non? Peut-être pas, oui. Oui, c'est ça, en 1 sur, voilà, c'est la longueur parcourue par la lumière en un temps t égale ça, seconde. Voilà. Alors la seconde, c'est une bonne question. C'est lié effectivement à la fréquence d'oscillation d'une certaine transition hyper fine du noyau de césium 133, je crois. Donc c'est pareil, maintenant c'est défini. Avant, la seconde, c'était quoi? C'était, vous avez une journée, ça fait 24 heures, vous les divisez par 24, et puis par 60, et puis par 60, et vous avez une seconde. Ouais, d'accord, mais la durée du jour, c'est pas toujours la même. Ça dépend du jour de l'année, et puis ça varie tout le temps. C'est pas super précis. C'est bien, mais il y a un moment, si vous voulez être plus précis, Maintenant, on fait quoi, du coup? eh bien, c'est 1 sur je ne sais pas combien. Enfin, disons, c'est la durée qu'il faut pour qu'il y ait un certain nombre, un grand nombre d'oscillations de la lumière associée à la transition hyper fine du niveau fondamental du noyau de césium, de l'atome, pardon, pas noyau, de l'atome de césium 133. Et là, je ne connais pas le nombre par cœur. Je vous rassure. Bon, c'est pas tout ça, mais c'est pas de l'électromagnétisme, ça. Oui. Charge passant Par une section d'un courant, enfin, d'un fil dans lequel passe un courant de 1 ampère pendant une seconde. Bon, alors ça, c'était un petit exemple en plus. On fait le 4, donc maintenant, on a dit, l'effet Hall, ça c'est important. Alors, exercice 4. La figure ci-contre représente une plaquette parallélépipédique de semi-conducteurs dont les dimensions sont grand L, petit b, petit h, avec des valeurs numériques. Donc je vous fais la plaque en question. Alors, ce n'est pas à l'échelle, hein. Donc ça c'est B, comme ça là, ça c'est H, et ça c'est L. Donc 8 mm, 5 mm et 10 micromètres. L'espace est rapporté à un repère cartésien UX, Y, Z. Alors il est comment? Donc on a Z là vers le haut. On a X dans ce sens-là, et Y comme ça. Donc X, c'est dans le sens de la dimension grand L ici.
La plaquette est parcourue par un courant continu d'intensité I uniformément réparti avec la densité surfacique J égale JUX. Je vais noter un JS pour rappeler que c'est surfacique. Pourquoi on nous dit surfacique d'abord? Ouais, parce qu'on néglige l'épaisseur en fait, c'est ça probablement. Parce que, bon, sinon c'est une densité volumique, mais ok, il l'appelle surfacique sans doute en anticipant que ce H, donc, je vous rappelle, qui vaut 10 micromètres, est tout petit, donc c'est comme si c'était sur une surface. Bon, ok, soit. Donc J égale JUX. Donc voilà, on fait passer un courant comme ça, là. Donc il y a des charges qui se déplacent comme ça. Alors en fait, si c'est un courant électronique, les électrons vont dans l'autre sens, hein, comme vous savez, enfin bon, peu importe. Il y a des charges plus qui vont comme ça, ou des charges moins qui vont dans l'autre sens, ou bien les deux. On ne précise pas. Voilà. Elle est placée dans un champ magnétique uniforme extérieur B égale B UZ. Donc on a un champ, voilà, on a un champ comme ça, là, partout vers le haut. Donc B égale B UZ. Donc uniforme, ça ne dépend pas de la position. On négligera le champ magnétique créé par le courant I traversant la plaque. Oui, parce qu'à partir du moment où il y a du courant, il y a un champ B produit. Et donc on va négliger le champ B produit par le courant I ici qui traverse la plaque, c'est-à-dire on le néglige par rapport à l'autre. On pourra vérifier à la fin que ce courant est effectivement suffisamment faible pour que le champ B créé est bien négligeable. Donc ça va exiger de ne pas faire passer trop de courant. Plus le courant que vous faites passer est grand, plus le champ B va être grand. Bon. Alors, dans le matériau constituant la plaque semi-conductrice, les porteurs de charge ont une charge Q. Donc ça, c'est des petites charges petit q. On ne nous dit pas si c'est positif ou négatif, en l'occurrence. Une masse M et une densité volumique petit n. Donc il y a n charges par unité de volume. OK. Exprimer la vitesse de ces porteurs de charge en fonction de J, N et Q. Je vais laisser J puisque c'est comme ça dans l'énoncé. Alors donc ça, vous savez tous que J c'est NQV, enfin vous vous en souvenez. Vecteur densité de courant, c'est la densité de charge, on va l'écrire comme ça si vous voulez, c'est ρV, hein, et ρ c'est N fois Q, hein, parce que chaque charge a chaque porteur de charge porte une charge Q, et il y en a N par unité de volume, donc ça fait une densité volumique de charge NQ, donc NQV. Bien, donc ça c'était la question 1, facile. 2. Montrer qu'en présence du champ magnétique B, il apparaît dans la plaquette un champ électrique E, dit champ de Hall, tel que E égale moins J sur NQ vectoriel B. Indiquez brièvement et qualitativement pourquoi un tel champ apparaît. Alors ça, si vous n'avez jamais vu l'effet de Hall, ce n'est pas forcément trivial, enfin il n'y a rien de compliqué, mais il faut se représenter ce qui se passe. Alors voilà ce qui se passe, je vous le dis rapidement, si vous voulez, c'est presque un bout de cours. Donc vous avez des charges, supposons qu'elles sont positives ici. Vous avez des charges qui avancent comme ça, hein, parce qu'il y a un courant dans ce sens-là, on est d'accord, hein, on a J comme ça. Donc les charges, si elles sont positives, elles avancent comme ça, et du coup, elles subissent une force de Lorentz, F égale QE plus V vectoriel B. D'accord? Alors s'il n'y a pas de champ E, E vaut 0. S'il n'y a pas de champ B, B vaut 0. Enfin bon, voilà. En tout cas, il y a un champ B, c'est celui qu'on a mis. Et donc, s'il n'y a pas de champ E, et a priori, on n'a pas mis de champ E. Pour l'instant, on ne nous a pas parlé de champ E. On nous dit qu'il faut montrer qu'il n'en apparaît un. Si on n'a pas de champ E, que se passe-t-il? Du coup, F, c'est QV vectoriel B.
Alors donc la charge Q ici qui avance par là, QV vectoriel B vers le haut, elle est déviée par là. OK? Ouais. Tout à l'heure, on avait juste dit que la force de Lorentz c'était juste QV vectoriel B. Et là, Oui, alors elle s'appelle Laplace aussi, parce que tout à l'heure, il n'y avait pas de champ E, tout simplement. Mais on appelle Laplace, je crois, aussi les deux. J'ai dit Laplace, Lorentz, pardon. J'ai pas dit Laplace. Hein. Non, non, ça, c'est la force de Lorentz. Pardon. Oui, la force de Laplace, c'est la résultante sur un circuit. Peut-être ça vaut le coup que je dise ça quand même. Quand vous avez un fil électrique, bah, c'est ça, QV vectoriel B. Alors, F égale Q, ça s'appelle comment? Force de Coulomb. Ah, ça, c'est force de Coulomb. Ça, c'est la force de Lorentz. Lorentz donne, non. Oui, c'est ça, il y a deux parties. Moi, dans le temps, j'appelais juste ça Lorentz. Mais je crois qu'en fait, maintenant, enfin, on dit Lorentz pour tout ça. Et ça, c'est la force de Coulomb standard. Et ça, c'est la force magnétique, c'est la partie magnétique. Et quand c'est en DF, c'est Laplace. Non, mais là, ça pourrait être DF aussi, mais la force de la... Alors, justement, je reviens sur la force de Laplace. J'ai dit que la force de Laplace, ce n'était rien d'autre que la résultante des forces de Lorentz sur l'ensemble des charges qui se déplacent dans un fil, quand il y a un courant. Il faut comprendre une chose, c'est que la force magnétique, QV vectoriel B, elle ne s'applique pas sur le fil lui-même, elle s'applique sur les charges en mouvement, parce que s'il n'y a pas de mouvement, cette force est nulle, si V égale 0. Donc la force, en vrai, elle s'applique sur les charges. Mais comme les charges sont... et pas sur le fil. Donc, si les charges n'étaient pas liées au fil, bah les charges, elles sortiraient du fil, et puis voilà. Il n'y a pas de force qui s'exerce sur le fil, on est bien d'accord. Les forces s'exercent sur les charges qui bougent dans le fil, mais comme les charges qui bougent dans le fil sont liées au fil, si vous les tirez, ça attire le fil. Sinon, elles sortiraient. Donc à un moment, pour qu'elles ne sortent pas, il faut bien qu'il y ait une force opposée qui s'exerce du fil sur la charge, et du coup, la charge exerce sur le fil la force opposée. À nouveau, donc opposé de l'opposé, ça donne la force QV vectoriel B. Donc c'est comme si ça s'exerçait sur le fil. Mais fondamentalement, microscopiquement, il n'y a pas de force qui s'exerce sur le fil lui-même. Il y a une force qui s'exerce sur les charges qui se déplacent dans le fil et qui est transmise au fil par action et réaction. Alors ceci est justement un petit peu explicité par l'effet Hall. Donc voilà ce qui se passe. Les charges qui se baladent dans la plaquette ici sont soumises à une force QV vectoriel B, celle-ci, qui est donc QV vectoriel B, qui est donc comme ceci, d'accord? Donc si Q est positif, Comment on fait que Q est positif? alors on ne sait pas, C'est vous qui le... mais si Q est positif, les charges positives, en fait, vont être entraînées par là. D'accord? Donc là, les charges positives sont entraînées par là. Si c'est des charges négatives, que se passe-t-il? J'ai la chance d'avoir une autre couleur. Si c'est des charges négatives, pour le même courant, elles se déplacent dans l'autre sens, bien sûr. Je vais mettre Q' négatif ici. Les charges alors, mais du coup, quelle est la force qui s'exerce sur elles? V vectoriel B. Yeah. Oui, exact. Pas censé aller dans le même sens? Bah, je voudrais que les chargements aillent là, moi. Ah, mais V, il n'est pas défini comme la vitesse des charges moins qui avancent et pas des charges plus qui, en fait, vont dans l'autre sens. Mais non, mais un certain courant peut être obtenu par des charges... Enfin, un courant qui va comme ça peut être des charges plus qui vont comme ça ou des charges moins qui vont comme ça. Donc, pour un même courant, j'ai le choix entre des charges plus qui vont par là, ce que j'ai fait là en rouge, ou des charges moins qui vont par là. Mais si les charges moins vont par là,
V vectoriel B, les charges moins vont être déviées par là. Oui, mais QV vectoriel B. C'est justement la définition. V, il change en fonction du type de charge auquel on conteste. La valeur de la charge. Non, la force, c'est QV vectoriel B. C'est pas, on ne change pas les lois fondamentales de la nature. Ça veut dire que V, la valeur de V, elle change en fonction de la charge. Enfin, je veux dire, le sens de V change en fonction de la charge. Oui, pour un même courant. Pour une vitesse d'électron, ce serait dans ce sens-là, et une vitesse de son, ce serait dans ce sens-là. Non mais, le courant, c'est dQ sur dt. Donc, si vous avez un courant comme ça, ça veut dire que Q, il y a des charges, c'est-à-dire que les charges qui traversent dans ce sens-là, si le courant est positif, il y a des charges plus qui traversent comme ça, ou des charges moins qui traversent comme ça. C'est-à-dire le bilan de ce qui traverse. Ouais. Okay. Alors donc si on a des charges, je vais faire les deux. Si on a des charges moins, elles vont là. Ah oui, mais peu importe. Ah mais oui. Attendez. On va faire un cas, on fera l'autre après et on s'assurera que c'est bon. Parce qu'en fait, je pense que c'est bon. Oui, en fait, c'est ça, ça va dépendre. Oui, c'est ça, ça va dépendre du porteur de charge. Bien sûr. Donc, ok. Je prends un cas, on fera l'autre cas après, on s'assurera qu'on a le même résultat. Donc, ok, admettons que ce soit des charges positives qui se déplacent. Donc, elles vont par là, et du coup, elles sont entraînées ici. Donc, donc, il va s'établir une différence de potentiel. Vous allez avoir des charges plus là, éventuellement des charges moins là, s'il y a un déficit de charges plus qui sont parties là-bas. En tout cas, vous allez avoir ici une charge qui est plus grande que là. Les charges plus, ici, elles vont s'accumuler là. Et les moins vont s'accumuler, enfin, pas les moins qui se déplacent, mais si vous voulez, le plus là va repousser toutes les charges. Hein? Non, pardon, le plus attire les moins. Non, pardon, là je retire juste les trois derniers mots. Pardon? Oui? Dites? Mais vous avez dit qu'il y aurait plus de charges à gauche qu'à droite. Il y aura un excès de charge plus ici. Ah, de plus? Oui. Ouais, la charge plus. Voilà. Il y aura un excès de charge moins de l'autre côté. Alors, il y aura éventuellement un excès de charge moins de l'autre côté si les plus d'ici, effectivement, parce qu'il y a des charges partout qui sont susceptibles de se déplacer, les plus d'ici aussi vont se barrer là, donc ça va laisser des moins ici, si vous voulez. Mais voilà, mais du coup, on n'est pas d'accord que... on est d'accord que si les charges plus vont à gauche, c'est parce qu'il y a des charges moins qui arrivent. C'est ça le truc, c'est qu'il n'y a pas forcément des charges moins qui arrivent, mais il suffit que des charges plus arrivent pour qu'il y ait un excès de charge moins. Et s'il n'y avait aucune charge moins, elles iraient quand même à gauche, les charges plus? Ouais, s'il n'y a que des porteurs de charge positifs, les charges... Vous avez un courant comme ça, c'est-à-dire vous avez une différence de potentiel entre là et là. Les charges ont envie d'aller par là. Dès lors qu'elles se déplacent, alors elles subissent la force de Lorentz et elles se retrouvent là. Donc toutes les charges plus qui sont prises d'ici, qui laisseraient tout ça globalement neutre, si elles ne faisaient que glisser puis remplacer par d'autres, etc. Les chargements, l'idée, vous avez dit, il n'y a que des charges plus qui bougent. Donc les chargements, elles ne bougent pas. Elles sont là où elles sont. Si les charges moins ne bougent pas et que les charges plus se barrent, il y a, du coup, les moins, elles sont toujours là, il y a moins de plus pour compenser, donc ça fait un excès de charge moins. Je suis pas sûr d'avoir Le système, c'est que vous avez admettons que les charges qui se déplacent pour faire le courant soient des charges plus. À ce moment-là, vous allez avoir donc toutes ces charges qui se déplacent. S'il n'y a pas de champ E, elles vont s'accumuler là. Et donc, elles vont partir d'ici. Mais en tout cas, les charges plus, si vous voulez, ça fait... Le champ B est comme ça. Ça fait un drift des charges plus vers la face arrière. Mais du coup, s'il y a des charges plus là, et puis il y a donc du coup l'équivalent moins ici, il y a une différence de potentiel. Vous êtes comme dans un condensateur, vous avez des charges plus là, des charges moins là.
Ben, s'il n'y a pas de charge mobile, il n'y a pas de courant. L'affaire est réglée. Donc évidemment, c'est parce qu'il y a des charges qui ont une certaine vitesse qu'il y a une force qui s'applique. Voilà. OK? Voilà. Bon, alors donc, vous voyez que si on fait l'hypothèse qu'il n'y a pas de champ E, en fait, il y a un drift des charges, il va y avoir un excès ici et un déficit là pour des charges plus, et donc vous allez avoir finalement une différence de potentiel qui s'établit entre là, et ça va vous faire un champ comme ça. Mais du coup, un champ qui va du plus au moins, quoi. Vous aurez un champ comme ça. Mais du coup, c'est pas cette force-là qui s'applique. C'est celle-là, s'il y a un champ E qui n'est pas nul. Pardon? D'accord. Alors, oui, alors ça va être un champ... Alors, j'aime pas trop induit, parce que c'est pas un phénomène d'induction, mais c'est autre chose. Mais... Donc, ça va être le champ de Hall. Alors, le truc, c'est que la vraie force, c'est ça, qui s'exerce sur les charges. S'il y a un champ E et un champ B, voilà la force qui s'exerce. Si il n'y a pas de champ E, alors les charges vont venir s'accumuler ici. Mais ça fait un champ E. Mais ça fait un champ E. Donc, Donc, en fait, il faut appliquer ça. Mais la question, c'est quoi le champ E? Et la réponse, c'est que en régime stationnaire, les charges, elles vont tout droit. Une fois qu'il s'est accumulé suffisamment... Parce que, l'effet du champ E, il est de repousser les particules par là. Donc, il y a un moment, ce champ E, il va s'opposer au fait qu'il y a une dérive vers la face arrière. Donc, tant que le champ E n'est pas assez fort pour empêcher les particules de venir sur la face arrière, eh bien, elles y vont, et donc, la charge ici augmente, et donc le champ E augmente. Jusqu'au moment où le champ E est assez fort pour empêcher qu'il y en ait d'autres qui arrivent, et à ce moment-là, il ne se passe plus rien, les charges vont tout droit, et on est en régime stationnaire. D'accord? Donc, au début, il n'y a pas de champ E, donc les charges, elles y vont, elles s'accumulent. Plus il y a de champ E, moins les charges, elles ont envie d'y aller, et une fois qu'il y a juste la bonne valeur du champ E pour qu'elles n'arrivent plus, les charges, eh ben, c'est fini. Ce sera le régime stationnaire. Et donc, quel est le champ E qui s'établit au bout du compte? Ben, c'est exactement celui qui est là, qu'il faut pour compenser la dérive qui est créée par ce champ-là. Donc le champ E qui apparaît, qu'on appelle champ de Hall, c'est le champ tel que E plus V vectoriel B égale 0. Auquel cas, il n'y a plus d'accumulation de charge. OK? Alors, une fois qu'on a vu le principe, c'est assez simple. Hein. En régime stationnaire, cette force-là doit être nulle, tout simplement. Au début, il n'y a pas de champ E. Du coup, les charges viennent. Ça fait monter le champ E. Tant que le champ E n'est pas suffisant pour contrebalancer ça, bah, ça continue. Et dès que c'est suffisant, bah, ça s'arrête. Et une fois que ça s'arrête, bah, c'est fini. N'est-ce pas? Alors, allons-y. On va écrire ce que ça vaut, donc. On va écrire ce que ça vaut. Donc, le champ de Hall, par définition, c'est le champ qui annule cette force-là. Et donc, E indice H égale moins V vectoriel B, tout bêtement. Alors, moins V vectoriel B, ça fait... alors, V c'est, puisqu'on a obtenu ça ici, V, c'est J sur NQ. Donc, c'est moins J sur NQ vectoriel B. Hein, donc, J vectoriel B, c'est comme ça, et donc le champ, c'est dans l'autre sens. Enfin, c'est exactement celui qu'on a intuité, évidemment. C'est celui qui va empêcher la dérive des charges plus, si c'est des charges plus. Donc ça, c'est la réponse à la question. Moins 1 sur NQ, J vectoriel B, voilà le champ qui apparaît. Alors maintenant, voyons le cas où les charges qui se déplaceraient seraient négatives. Ça ne changerait rien. Enfin, qui se déplacent seraient négatives. Ça changerait exactement dans l'autre symétrique que dans les autres sens. Ouais. Wow. Alors, on aurait effectivement... En fait, on aurait un champ dans l'autre sens. Donc, ce qu'on a vu, ce qui m'avait effrayé un instant, mais qui n'aurait pas dû m'effrayer parce que c'est tout à fait normal, si donc ce sont des charges moins qui se déplacent, Q négatif, donc on a toujours B comme ça,
QV vectoriel B par là, enfin, V vectoriel B par là, donc QV vectoriel B par là, et donc on a des charges moins qui s'accumulent ici. Et des charges plus ici, du coup, puisqu'elles sont bien prises quelque part, ces charges. Et donc, cette fois, on va avoir un champ E qui est dans l'autre sens. C'est-à-dire que, donc on a un champ E comme ça, qui attire les champs, enfin, qui fait revenir les charges moins par là. Donc, tant que ce champ E, ici, là, n'est pas suffisant, bah, les charges moins s'accumulent là, les charges plus s'accumulent là, et donc ça fait un champ qui augmente comme ça, jusqu'à ce que ce champ soit suffisant pour empêcher la dérive des charges moins vers le fond, et à ce moment-là, ça va tout droit. Alors, que vaut le champ E en question? Bah, c'est exactement pareil, en fait. Ceci est indépendant du signe de la charge. Par contre, vous voyez que si la charge... il manque un moins, là, hein, pardon. Il manque un moins. Vous voyez que si la charge est négative, le champ E est dans l'autre sens. Donc, la différence de potentiel sera dans l'autre sens. Et du coup, c'est magique. Vous pouvez mesurer la charge. Vous pouvez savoir si la charge des porteurs de charge est positive ou négative. En mesurant le potentiel à un bord ou à un autre. Voilà, si le potentiel est plus... Enfin, si vous prenez un voltmètre hein, et vous mesurez la différence de potentiel entre là et là, si là c'est plus que là, bah, c'était des charges positives qui se déplaçaient. Si c'est l'inverse, bah, c'était des charges négatives qui se déplaçaient. Donc vous pouvez savoir si c'est des trous ou des électrons, par exemple. Il fait que E est du plus vers le moins parce que E égale à moins grave de V. Oui. 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 Les lignes de champ partent toujours des charges positives pour aller vers les charges négatives. Ok. Donc c'est fait. Quelle heure est-il là? On finit l'exo quand même. C'est le temps de... Ouais. Si, aucun problème. Ah bah oui. Exprimer les composantes de E dans le repère O, UX, UY, UZ. Donc ça... Donc, troisièmement, donc le champ E, bah voilà, il vaut alors J, c'était suivant UX. Donc en fait, on a moins J, moins J sur NQ, B, UX, vectoriel UZ, et donc ça fait plus UY. Donc ça fait JB, ah non, pardon. Oui, moins UY, c'est ça. Yes. Donc ça fait JB sur NQ UY, voilà qui est fait. Quatrièmement, j'ai peur qu'on aille trop vite, qu'on finisse avant l'heure. Calculer la différence de potentiel de Hall, V de A' moins V de A. Alors A' c'est lequel? A' c'est cette face-là, et A c'est celle-là. Donc U égale VA' moins VA. Oui, alors c'est là qu'on peut effectivement écrire que la différence de potentiel, c'est la somme de E scalaire dr de A' à A. On a V. Ouais. Voilà. Ouais. Donc E c'est moins grade V. Donc par définition, E scalaire dr. Enfin, donc E scalaire dr égale moins grade de V scalaire dr. Et par définition, grade de V scalaire dr, c'est dV. Voilà. Donc delta V, c'est moins somme de E scalaire dr. Hein, donc delta V, donc c'est moins somme de A à A'. Je vais peut-être le faire comme en deux. Voilà. Égale somme de A' à A de E scalaire dr. Donc ça, retenez ça, c'est très important. Donc c'est tout simple, c'est ce qu'on vient de voir, c'est parce que E dérive du potentiel.
retenez ça, pour avoir la différence d'un potentiel entre un point et un autre, vous suivez le champ E, vous calculez la circulation du champ du point de départ au point d'arrivée. Vous pouvez réexpliquer la démo de ça? Enfin, Ça, là? Ouais, ouais. Alors, E égale moins grade de V. OK? Donc, E scalaire dr, c'est moins grade de V scalaire dr. Par définition du gradient, grade d'un truc scalaire dr, c'est la variation du truc. C'est la définition du gradient. C'est comme si on avait dv sur dr fois dr, c'est ça? Oui, si vous voulez. Oui, oui, oui. D'accord, ok. La définition de gradient, c'est ça. Grade de f d'un champ scalaire f est défini par grade de f scalaire dr égale df. Définition. Donc, on a moins dv ici. Et donc, delta v, qui est la somme des moins dv, enfin, qui est la somme des dv, c'est donc... Voilà. Donc, la différence de potentiel entre un endroit et un autre, c'est la circulation de E du point de départ au point d'arrivée. Si vous trouvez une ligne de champ qui relie les deux points. Bien sûr. Là, en l'occurrence, les lignes de champ sont pas perpendiculaires comme ça. OK. Alors, donc, on va la calculer, cette différence de potentiel. Alors, E, ça vaut ça. On l'a ici. Donc, en fait, on va de A' à A. Et donc, E scalaire dr. Donc, on peut se déplacer sur n'importe quel chemin. Évidemment, ça ne dépend pas du chemin ici, puisque c'est dérive d'un potentiel. Donc, on peut le prendre sur un chemin bêtement comme ça, sur petit b. Voilà, donc ça va faire la norme de b fois la norme de E fois petit b. Donc, J grand B petit b sur NQ. Voilà la différence de potentiel. Montrer qu'elle peut se mettre sous la forme U égale O. Montrer qu'elle peut se mettre sous une forme qui fait apparaître le courant I. Alors le courant I, c'est quoi? Ah, le courant I en fonction de J, c'est quoi? C'est J fois la surface ici. D'accord? Donc c'est J, c'est J fois une section. C'est la somme de J ds, on suppose que c'est uniforme. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi il nous disait que c'était surfacique ici, mais bon. B, Ouais. c'est de A à... Enfin, c'est la valeur absolue de B. Parce que moi, je dis moins B, du coup, de A' à A. Dans... Moins B, quel B? Celui-là ou celui-là? Le petit B. Bah, on va de là à là. Donc, on se déplace suivant les DL ici, on a, enfin, ou DR. Vous avez E scalaire DR. DR, ça va être un DY, UY. Si vous déplacez le long de Y. OK? De toute façon, ça doit être positif. Alors, J, donc, I, c'est J fois la section, c'est-à-dire J fois petit b fois petit h. Et donc ça permet d'écrire que notre différence de potentiel, là, la tension de Hall, c'est, alors si je remplace J par I sur BH, j'ai donc IB sur NQH. C'est ça? Voilà. Et on nous demande de montrer que c'est égal à un certain facteur fois BI sur H. Donc ça, c'est K BI sur H en effet, à condition que K soit 1 sur NQ. Bon, bah voilà. Justifier l'intérêt de l'effet Hall dans la mesure des valeurs des champs magnétiques. Bah oui, effectivement, si du coup maintenant vous pouvez mesurer la valeur du champ magnétique B en mesurant la tension de H. Vous mettez un voltmètre aux bornes de la plaquette ici, enfin entre là et là, et vous mesurez la tension. Et si vous connaissez votre facteur K, mais qui ne dépend de rien d'autre que, enfin qui dépend de votre instrument, donc vous l'avez calibré une fois pour toutes, vous savez ce que vaut ce facteur K. Vous voyez que ça dépend du nombre de charges par unité de volume et de la charge des charges. En général, c'est la charge élémentaire, plus ou moins suivant si c'est des trous ou des électrons qui se déplacent
en majorité, bon, mais peu importe. En tout cas, K, il vaut ce qu'il vaut. Vous l'avez mesuré une fois pour toutes en regardant le courant, la tension qui est associée à un certain champ B bien connu. Donc, vous calibrez votre instrument. Donc, ça s'appelle du coup une sonde à effet Hall. Et donc, c'est un outil pour mesurer le champ magnétique. Une fois que vous l'avez calibré, si vous connaissez le courant que vous avez mis dedans, et vous connaissez l'épaisseur de la plaque, voilà, si vous connaissez votre instrument, pour un courant donné, vous allez avoir un champ, une tension U qui est proportionnelle à I. Voilà ce qu'on a obtenu ici, c'est cette droite-là, d'accord? Et donc, éventuellement, vous prenez différents I pour avoir des points de mesure un peu précis. Enfin, voilà. Vous tracez cette caractéristique et le champ B est donné par la pente de cette droite. Si vous êtes sûr de votre I, il suffit d'une seule valeur de I. Hein. Mais donc, en tout cas, ce petit dispositif permet de mesurer le champ B en mesurant une tension électrique. Dans la balance de Cotton, on a vu qu'on avait mesuré le champ B en le pesant, enfin en mesurant une masse qu'il faut pour équilibrer la balance. Et puis là, voilà, on mesure un champ B en mesurant une différence de potentiel. Alors l'application numérique est intéressante parce que vous allez voir qu'on a intérêt effectivement à prendre un semi-conducteur. C'est un peu ça l'idée de cette sonde à effet Hall. Donc K... Oui, en fait, je peux déjà faire la remarque ici. Ce que vous voulez, vous allez mettre un certain courant et vous allez mesurer une tension. Vous avez intérêt à ce que la tension soit grande. Si vous avez un milliardième de microvolt, ça va être dur à mesurer précisément. Donc vous avez intérêt pour un certain courant donné, si vous voulez mesurer, ou alors il faut mesurer des champs B colossaux. Si vous voulez mesurer des champs B qui sont ce qu'ils sont, avec un courant qui n'est pas fou et qui donne un U ici qui est mesurable, vous avez intérêt à avoir un K aussi grand que possible et un H aussi petit que possible. Et si le H est tout petit, ça va être plus dur de faire passer un grand courant. Donc, bon, en tout cas, I sur H, ça vaut ce que ça vaut. Voilà. Mais vous voulez un grand K, donc comme vous le dites, vous avez intérêt à avoir une petite densité de charge. Mais il en faut quand même pour qu'il y ait un courant, parce que si N vaut 0, ça ne va pas le faire. Et donc, d'où l'intérêt en fait du semi-conducteur. Parce qu'un semi-conducteur, il n'y a pas beaucoup de charge qui se déplace. Alors donc, l'application numérique, je ne sais pas du tout quelle heure il est. Bon, alors on ne la fait pas, faites-la pour vous. Donc la sensibilité, c'est U sur B, voilà, bon, vous la calculez. Vous voyez. Donc quel est l'intérêt d'utiliser un semi-conducteur? La dernière question, c'est ça, c'est qu'on ne veut pas trop de porteurs de charge parce que sinon, vous avez une tension qui est faible. Ok, on se voit demain? Très bien, eh bien à demain.